bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Visiblement, les températures changent un petit peu là cette semaine. On aura peut-être un peu moins chaud, en tout cas ici dans le sud, il fait super chaud, mais bon, il y en a pas mal qui vont dire que je vous nargue. Des fois quand il fait frais, c'est bien aussi, hein, parce qu'on dort mieux, etc. La chaleur n'est pas toujours quelque chose de fortement désiré. Par contre, le côté sud, je peux comprendre, la mer et tout, que ça suscite le désir. Bref. Pour démarrer ce podcast, on va parler des pesticides qui seraient un nouveau combat français. Nous, on a, alors que ça soit vous ou moi, on a tendance à voir les actualités comme un petit peu du réchauffé. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça fait des années qu'on lit des livres, qu'on lit des articles, etc. Alors dans notre petit monde à nous du fitness, je parle, qui alerte sur les pesticides. Par rapport à la nature des pesticides utilisés sur les végétaux et qu'on pourrait en retrouver. Et nous, on avait même d'ailleurs fait des articles sur quels étaient les aliments qui étaient les plus ou moins touchés par ça. Est-ce qu'il y en avait qu'il fallait forcément prendre bio ? Je me rappelle de mémoire qu'il y avait l'avocat, par exemple. On n'était pas obligé d'en acheter bio parce que la peau était tellement épaisse, etc. Enfin bon, bref, il y avait tout un tas comme ça de petites choses qu'on disait, qu'on savait, qu'on disait. Et donc du coup, assez peu on n'est pas surpris aujourd'hui quand quelqu'un nous parle des pesticides. Sauf qu'aujourd'hui, Le Monde, donc un journal quand même assez lu, je pense, même encore aujourd'hui où toute la presse meurt, je pense que Le Monde fait partie de ceux qui sont les plus lus. Titre dans un article, les résidus de pesticides pourraient annuler les bénéfices sanitaires des fruits et légumes. Donc en fait, c'est une étude américaine à passer au crible les habitudes alimentaires de 160 000 personnes et leur impact sur la mortalité. Donc ils disent légumes feuilles plus contaminés. Donc les chercheurs se sont focalisés sur la mortalité, en particulier la mortalité par cancer, maladies cardiovasculaires et maladies respiratoires, enregistrées au fil du temps dans 3 grandes cohortes épidémiologiques totalisant 160 000 femmes et hommes américains, suivi pendant environ 2 décennies, donc 20 ans, quoi. Les habitudes alimentaires des personnes enrôlées ont été passées au crible. Les fruits et légumes consommés étaient classés en 2 catégories, à haute teneur en résidus de pesticides et à faible teneur. Pour opérer ce distinguo, les auteurs se sont fondés sur les données officielles du ministère de l'Agriculture américain, évaluant la probabilité que tel fruit ou tel légume soit contaminé par des traces d'un ou de plusieurs pesticides. Les légumes feuilles, épinards, salades, etc. étaient par exemple plus contaminés que les autres cultures. Bon, ça, on est au courant de ça depuis quelque temps déjà, que ce genre d'aliments, de genre de légumes est plus contaminé. Alors pour le résultat, après avoir corrigé leur analyse des biais de confusion, âge, activité physique, statut tabagique, prédisposition familiale à différentes maladies, etc., les auteurs mettent en évidence une baisse de 36% de la mortalité chez les personnes consommant en moyenne au moins 4 portions de fruits et légumes à faible teneur en résidus de pesticides par rapport à ceux qui en consommant moins d'une portion par jour. Un tel résultat correspond aux bénéfices sanitaires attendus de la consommation de fruits et légumes frais. Bon, après l'article continue pour les abonnés, etc. Il y a une version plus longue si ça vous intéresse. Moi, je fais juste attention à une chose par rapport à ce genre de parution. Il y a quelque chose qui me dérange un peu. Ce qui me dérange là-dedans, c'est que ce gros titre, on sait globalement que 98% des gens vont voir le gros titre et s'en faire un avis.
C'est-à-dire qu'ils vont voir le gros titre, ils vont pas lire l'article. Un, parce que la nutrition les intéresse pas. Deux, parce que les gens ne lisent plus. Enfin voilà, concrètement, ils achètent du gros titre, quoi. C'est pas pour rien que les stories de quelques secondes fonctionnent beaucoup mieux qu'une vidéo longue, par exemple, sur YouTube. Eh bien, moi j'ai peur que ça conduise à une réflexion qui serait, finalement, vu que j'ai pas l'argent d'acheter du bio ou sans pesticides, ça sert à rien que j'achète des légumes, donc je peux continuer à manger mal. En fait, ça fait tomber presque au même rang des légumes qui contiendraient encore des pesticides, enfin qui auraient des traces de pesticides, des résidus de pesticides, ça les mettrait au même rang que par exemple du pain de mie ou des aliments comme ça transformés. Et c'est là en fait où il y a un problème. C'est là où il y a un problème parce que justement, même au niveau... On peut pas dire que ça annule les avantages. Il faut voir les choses autrement. Effectivement, si on compare une pomme sans pesticides, une pomme avec des pesticides, évidemment qu'il y aura des avantages à celle sans pesticides au niveau hormonal, au niveau tout ce qu'on veut. Mais par contre, c'est sûr, c'est pas bien les pesticides et tout, mais on ne peut pas enlever au produit d'apporter quand même des fibres, d'apporter quand même certaines substances, notamment par exemple la teneur en sucre d'une pomme et la teneur en sucre, je sais pas, d'une barre d'un truc transformé. On peut pas enlever la différence en fait de sucre. Après, les pesticides, logiquement, on n'est pas censé en retrouver dans tous les aliments transformés. Puisque si vous prenez un aliment qui ne contient ni légumes ni fruits, il y a peu de chances, pas de produits végétaux, il y a peu de chances qu'il y ait des pesticides. Sauf qu'aujourd'hui, il y a tellement d'ingrédients ajoutés dans un aliment transformé qu'il est probable qu'on retrouve quelque chose qui a bénéficié des pesticides pour éviter que la plante, l'ingrédient ne meure, ne gèle ou autre, quoi. Moi, j'ai peur de ça, en fait. J'ai peur que le discours, que le gros titre dise finalement, si tu manges pas bio, alors ça donne aussi raison aux gens qui mangent bio, puisque un titre qui dit les résidus de pesticides pourrait... Donc dites-vous bien une chose, hein. Quand vous voyez dans un titre, un gros titre, pourrait, comme ça, aurait, détiendrait, etc., ce sont des titres qui... En fait, c'est des titres de journalistes, ils en savent rien, en fait. C'est une manière d'affirmer sans se mouiller. Ils peuvent pas affirmer vraiment parce qu'ils savent pas, donc ils supposent. Pourrait, c'est supposer, en fait. Et là, quand vous voyez ça c'est une méthode de journaliste, hein, c'est très connu. Voilà. Donc ça permet d'avoir des titres accrocheurs sans se mouiller. Voilà. Donc les résidus de pesticides pourraient annuler les bénéfices santé des fruits et légumes. Beaucoup de personnes vont lire ça. Finalement, ça sert à rien de manger des légumes si on les mange pas bio. Donc ça va donner raison à ceux qui mangent bio de dire finalement il y a que bio qui compte et le reste non. Mais moi je crains que ceux qui n'ont pas le budget de manger bio, tout bio, et j'en fais partie, ça coûte une blinde de manger tout bio. Je sais pas. Regardez moi personnellement, je peux pas faire un plein de courses à 500 balles par semaine. Hein. Si vous faites tout bio, ça coûte très cher. Eh bien, ça va scinder en fait la population en deux groupes, ceux qui peuvent tout faire bio, ceux qui peuvent pas, et ceux qui vont prendre des raccourcis vont se dire vu que ça sert à rien, je ne le fais pas, quoi. Ça sert même à rien que je mange des légumes puisque c'est contaminé. Bon, tout est contaminé aujourd'hui. On n'a pas attendu un article du Monde pour le savoir, et je vous confirme qu'il vaut mieux continuer essayer de manger des végétaux, pas forcément bio, mais des fois il y en a qui disent qu'ils sont un peu plus pauvres en pesticides, etc., que de manger des aliments ultra transformés. Parce que ça, c'est avéré que pour la santé, l'ultra transformé, il y a des problèmes. N'oubliez pas que les pesticides également, hein, il y a certains métiers qui sont même couverts au niveau de, je sais plus, de l'assurance maladie, en gros, quoi, pour des pathologies liées aux pesticides. Donc certainement des métiers, je crois, d'agriculteurs ou autre, quoi. Bon, on passe au deuxième article que j'avais titré comme de mémoire Nutri-Score et controverse.
un revers européen au niveau du Nutri-Score, point d'interrogation. Donc là, on est sur lanutrition.fr. Comme vous le savez, tous les articles, tous les liens, toutes les citations, je les dis là comme ça à l'oral, mais vous les retrouvez également linkés dans les notes de l'épisode que vous retrouvez à la fois par mail, si vous êtes abonné au podcast par email, et sous le podcast, quoi, je vous mets les liens directement, sur quelle que soit la plateforme où vous vous trouvez, vous avez un lien général pour aller vers tous les petits liens. Alors, il titre « L'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, a-t-elle remis en question la validité de l'algorithme du Nutri-Score, système controversé d'étiquetage des aliments et des boissons ?» Alors déjà, intéressant de voir l'origine du Nutri-Score. Je ne la connaissais pas exactement et il faut que je vous le retrouve puisqu'ils en parlent dans l'article. Visiblement, ça viendrait d'Angleterre. Alors, que je vous retrouve ça. Que je vous dise pas de bêtises. Alors, voilà. Créé en France par l'équipe du docteur Serge Herzberg, à l'origine du programme national nutrition santé, donc le PNNS, le Nutri-Score est basé sur un algorithme censé rendre compte de la qualité nutritionnelle des aliments alimentaires et des aliments alimentaires, des produits alimentaires et des boissons d'une même famille selon un score décroissant de A à E. Bon, ça c'est la définition simple, mais l'origine, cet algorithme repose sur un système mis au point par l'Agence britannique des aliments en 2009 pour lutter contre la publicité audiovisuelle des produits sucrés ou gras destinés aux enfants. Le Nutri-Score est soutenu par des chercheurs proches de ses concepteurs, par l'organisation Foodwatch et par des organisations de consommateurs comme Que Choisir. Comme le Nutri-Score ne tient compte que des nutriments, donc les nutriments à savoir protéines, glucides, lipides, et non du degré de transformation des aliments, pas que des nutriments, il me semble qu'ils tiennent compte du sel aussi. Alors est-ce qu'ils mettent le sel dans les nutriments ? Nous, en fitness, on parle des nutriments, on parle glucides, protéines, lipides, mais bon bref. Et non du degré de transformation des aliments, donc ils tiennent pas compte du degré de transformation des aliments dans le Nutri-Score. Il est également vu favorablement par les géants de l'industrie agroalimentaire, comme Nestlé par exemple, qui avec l'aide de fabricants d'ingrédients tels qu'Argile, utilise son algorithme pour obtenir des scores A et B pour leurs aliments ultra transformés. C'est là en fait où ça pose problème pour beaucoup de personnes, le Nutri-Score, c'est que imaginez que vous ayez dans votre entreprise une multinationale qui fait des milliards chaque année, un service de recettes. Et ben vous couplez ce service de recettes avec des mathématiciens et vous leur dites écoute, voilà l'algorithme du Nutri-Score, pour avoir A, débrouille-toi pour me trouver une recette qui est à la fois bon goût et à la fois qui se rapproche du A. Effectivement, là, on tombe dans le business pur. Mais on n'est pas naïf, on le sait que c'est du business quand même. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes au courant, je suis au courant, mais il y a peu de gens ceux qui ne sont pas au courant, malheureusement, ceux qui pensent encore que l'industrie agroalimentaire les nourrit pour qu'ils soient en bonne santé, faut qu'ils se réveillent. Ce ne sont pas des médecins, ils sont pas là pour vous faire vivre longtemps, c'est pas leur but. Eux, ils sont là pour faire du profit, et du profit à long terme, mais surtout à court terme, parce que en règle générale, ceux qui tiennent les rênes dans de grosses entreprises comme ça, ce sont des personnes qui vont rester 3 à 5 ans. Donc ce sont des gens qui ont des objectifs relativement court terme. Il y en a qui parleraient de moyen, mais moi je parlerais de court terme. 5 ans, c'est quand même court terme, et ils cherchent à avoir un maximum de profit sur pour remplir un objectif, tout simplement, pour prétendre derrière avoir un poste encore plus élevé. Donc ils ne sont pas là du tout pour rendre la population en meilleure santé. S'ils le font par un moyen détourné, ils s'en serviront d'argument marketing. Donc par exemple, si le Nutri-Score est perçu par le grand public comme servant à se décider à faire. Si les gens sont convaincus majoritairement que le Nutri-Score permet d'être en meilleure santé, si on mange des aliments A ou B, et ben globalement, sur les emballages, ça sera mis fortement en avant, dans les discours également, parce que tout ça est sondé, ils partent pas au hasard. Hein. Donc si vous voyez de plus en plus parler du Nutri-Score dans les publicités, c'est que globalement, même si vous n'y croyez pas, globalement, le grand public y croit. Voilà. Ils essayent pas d'induire quelque chose aux gens, c'est tout simplement qu'ils se disent, ils y croient, donc on en parle. C'est un argument marketing, quoi.
Et en fait, là, ils se rendent compte qu'au niveau européen, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce Nutri-Score. Bon, d'ailleurs, il faut se dire une chose, c'est qu'en 2009, c'est l'agence britannique qui les avait aidés, mais maintenant, ils sont plus dans l'Europe, hein, les Britanniques. Donc, ils disent là, le Nutri-Score est particulièrement controversé dans la mesure où il pénalise les aliments consommés traditionnellement en Europe et qu'il ne prend pas en compte le degré de transformation des produits. Donc typiquement, en France, par exemple, les producteurs de Roquefort rassemblaient les producteurs de fromage AOP, appellation d'origine protégée, ou IGP, indication géographique protégée, de Comté, de Fourmes, de Pélardon, de Maroilles ou encore de Cantal, qui demandent à être exemptés de cette notation. Moi, je suis plutôt d'accord pour les produits locaux comme le fromage, parce que le fromage, c'est pas quand même quelque chose qui est consommé massivement. Quand je dis massivement, ça peut être consommé fréquemment, mais pas massivement. On se nourrit pas de Comté et de Roquefort. Enfin, je veux dire, je connais personne autour de moi. Il y en a peut-être qui le font, mais bon, il y a toujours des marginaux. Mais on fait pas un repas au Roquefort ou au Comté. En règle générale, c'est en fin de repas. C'est un petit morceau, même chez les pratiquants de fitness qui peuvent manger un peu de fromage. Et j'en fais partie. Moi, j'aime bien prendre un petit morceau de Comté, par exemple, en hiver, avec un bol de soupe. Ça me dérange pas, en fait. Je veux dire, il n'y a pas de problème à ça, puisque c'est pas ça qui va faire mon apport en protéines du repas, quoi. Ça sera un tout petit morceau, etc. Et donc, ça tombe plutôt dans la catégorie plaisir. Mais je mets au même rang ça, par exemple, que, je sais pas, moi, que le foie gras, par exemple, ou que le pâté. On fait pas un repas au pâté. Je parle des produits locaux, hein. Je parle pas du truc ultra transformé, industriel, etc. Je parle vraiment du truc local. Et surtout je prends le fromage. Le fromage a des bénéfices santé, hein, même si ça a des inconvénients à haute dose, au niveau des acides gras, du sel, etc., et de l'acidité. On a quand même des avantages qui sont, par exemple, les bactéries. Certaines bactéries bénéfiques au microbiote intestinal, etc. Donc, il y a pas forcément que des inconvénients, et ça, le Nutri-Score, il ne sera pas capable de le montrer. Et j'ai peur qu'un Nutri-Score par exemple, sur du fromage, donc très défavorable, accentue encore plus la problématique au niveau du microbiote intestinal, quoi. Donc il peut y avoir des problématiques. Et je comprends les producteurs comme ça de fromage, parce que déjà c'est pas un aliment qu'on consomme massivement. Par rapport à, je sais pas, moi je prendrais par rapport à des féculents, des légumineuses, de la viande ou du poisson, voilà quoi, ou des végétaux. Et l'Italie, par exemple, de son côté, soutient ses producteurs opposés au Nutri-Score, affirmant que ce système de notation condamnerait 85% de ses produits traditionnels, comme le parmesan, le gorgonzola ou l'huile d'olive, à arborer un score défavorable. Oui, c'est vrai que l'huile d'olive, ça reçoit un Nutri-Score C, là ils disent, en raison de sa teneur en matière grasse, alors que sa consommation est liée à de nombreux bénéfices pour la santé, tels que la réduction de la mortalité cardiovasculaire. C'est là en fait où on se heurte aux limites d'un algorithme. C'est qu'un algorithme, si il se base sur des nutriments, il va noter de l'huile de tournesol comme de l'huile d'olive. Et c'est là où il y a un problème, parce qu'on sait très bien que l'huile de tournesol n'a pas les mêmes effets santé que l'huile d'olive. On préférera consommer de l'huile d'olive. Mais pourtant, la note se rapproche, puisque les acides gras présents sont des acides gras. Pour eux, eux, ils voient lipides. Ils parlent même pas d'acides gras, ils parlent de lipides. Donc de graisse. Et c'est là où en fait il y a des problèmes qui vont se poser, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, peu importe, l'huile d'olive. En fait, ça peut créer des raccourcis. C'est-à-dire que tout le travail de recherche et de science qu'il y a eu par le passé est abandonné et mis de côté. C'est-à-dire que les gens, ils vont voir une bouteille d'huile de tournesol et un prix. Ils vont voir à côté une bouteille d'huile d'olive et un prix au litre. Ils vont se dire, les deux ont Nutri-Score C. Donc, pour ma santé, c'est pareil. Donc, je prends la moins chère. Et c'est là où je pense que le Nutri-Score peut être pénalisant pour le grand public. Les gens avertis comme vous et moi, entre guillemets, on sait qu'on va choisir l'huile d'olive parce qu'on a une compétence, entre guillemets, une connaissance, on commence à connaître un petit peu les choses. Moi, c'est mon travail, mais même vous qui écoutez, dès qu'on est passionné, de toute façon, on est beaucoup plus averti, on se renseigne et tout ça. Mais le grand public, lui, il va voir son porte-monnaie, hein. C'est toujours ça le problème. Et je pense qu'en voulant les aider,
les gens ils vont regarder le coût à la caisse, quoi. Ils vont se dire bon bah c'est le même avantage santé pour moins cher. Et vous pouvez même avoir certainement des youtubeurs un jour qui vont vous sortir des paniers de courses supposés santé avec que des Nutri-Score entre A et B pour pas cher, mais vous retrouverez que des aliments transformés dedans. Et eux-mêmes seront convaincus qu'ils font une super vidéo qui aide les gens parce qu'ils seront endoctrinés par cet algorithme. Et c'est malheureux. Moi, je trouve que c'est malheureux parce qu'en fait, tout un travail de recherche qui a été fait pour démontrer justement que de manger des aliments bruts et même des œufs qui ont été longtemps mis de côté, de l'huile d'olive, donc du gras, des avocats, du saumon, des aliments qui étaient, je vous rappelle, entre les années 60, 70, 80, mis de côté pour leur teneur en graisse. Et c'était une époque où le gras était diabolisé. Eh bien, aujourd'hui, il y a eu quand même des chercheurs qui ont fait le boulot, des auteurs qui ont rédigé des ouvrages, qui ont vulgarisé pour essayer d'apporter de la connaissance moderne sur l'alimentation. Et en fait, j'ai l'impression que là, un algorithme vient tout défoncer. Il vient tout défoncer parce que ça c'est pas bien, quoi. Il n'y a pas d'égalité dans la nutrition. On veut mettre de l'égalité partout, mais il y en a pas. Il n'y a pas d'égalité. On peut pas. Les gens veulent raisonner en termes de nutriments, de calories, mais il faut regarder le devenir de la calorie. Voilà. Et ça, c'est malheureusement. Voilà. Donc les producteurs italiens, ils sont pas forcément d'accord avec ça. Mais les promoteurs de Nutri-Score sont confiants. Les promoteurs du Nutri-Score font au contraire valoir que l'EFSA a simplement formulé un avis scientifique sur le profilage nutritionnel pour le développement d'un éventuel étiquetage alimentaire obligatoire qui devrait s'appliquer à tous les États membres de l'Union européenne. Il souligne que les experts de l'EFSA se sont penchés sur les nutriments consommés en excès ou insuffisamment dans la plupart des pays européens et qu'ils ont constaté que la consommation d'acides gras saturés, de chlorure de sodium et de sucre ajouté est supérieure aux recommandations actuelles dans la majorité des pays européens. Ils pensent que les modèles au profilage nutritionnel devraient en tenir compte. L'apport énergétique pourrait également être inclus par sa réduction, car sa réduction améliorera la santé publique. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait qu'on consomme trop de sel, trop de sucre, trop de gras, trop de graisse. Globalement trop de calories puisque on bouge de moins en moins et si la nutrition ne change pas, voir si elle est plus calorique, oui, je suis d'accord avec ça. Mais ne prenons pas trop les gens. Alors, évidemment, il y a plein de gens qui vont pas se rencarder. Donc vous allez me dire, est-ce pas mieux de faire manger, même si les gens continuent à mal manger, est-ce pas mieux que de les faire manger un peu moins salé, un peu moins sucré, un peu moins gras et tout? Oui, probablement, s'ils perdent un petit peu de poids, ça peut être bien. Après, on n'est pas à l'abri de tous ces trucs transformés qu'on leur met dedans. Peut-être qu'ils seront pas en surpoids, mais qu'ils développeront un autre truc avec ça. Il me semble que ça fait quand même beaucoup de budget, beaucoup d'argent balancé pour la promotion de ces trucs-là, sans faire de. Il ne me semble pas avoir vu à un seul moment de la pédagogie en fait là-dessus. C'est-à-dire que les gens disent oh oui mais les gens s'en foutent, on n'en sait rien en fait. À l'école personne n'a appris au niveau de la nutrition, on n'a rien appris. Et me dites pas que le manger équilibré, on en a retenu quelque chose parce que personne n'en a rien retenu. On a eu l'exemple à la cantine de nos écoles. Je peux vous garantir que c'était aujourd'hui avec le regard d'adulte que j'ai, c'était très bien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont par rapport à d'autres pays. Mais c'était globalement du transformé, quoi. On avait beaucoup de transformés dans les cantines. On n'a jamais essayé de faire de l'éducation là-dessus. Il me semble que ça serait faisable de mettre une part du budget dans des spots pour apprendre à bien manger et pas des spots sponsorisés par je sais pas Barilla ou Lustucru ou Ferrero ou j'en sais rien. On voit que maintenant même, je sais pas si vous avez vu sur YouTube la pub pour la pâte à tartiner Nutella qui montre que je sais plus ce que c'est le truc qui sont contrôlés, qui font appel à je sais pas quoi pour contrôler la qualité. On sent là qu'ils sont en train d'avoir besoin de policher un peu le pot, quoi, le logo. On sait pas trop pourquoi. Moi je pense que c'est par rapport au scandale qu'il y a eu à Pâques avec Kinder. Mais on sent qu'ils ont besoin de lustrer un peu le logo Ferrero en ce moment. Enfin bref, donc vous voyez bien qu'il se passe quelque chose et jamais aucun. Le seul truc qu'on a, nous, c'est manger 5 fruits et légumes par jour, quoi.
Bon. C'est devenu tellement commun que les gens ils mettent au même rang 3 feuilles de salade. De toute façon, il y a un problème. Tant que les légumes seront perçus comme un accompagnement, ça serait un problème. Et moi, j'en parlais la dernière fois avec quelqu'un pour les régimes. Je dis, mais déjà, première chose, arrête de percevoir les végétaux comme un accompagnement. Perçois tes végétaux, tes légumes du jour comme la raison principale de te mettre à table. Et tu verras que tu prendras ton temps pour les choisir, pour les cuisiner, etc. Parce que tu te dis, oula, c'est le truc que je vais avoir qui va remplir le plus mon assiette, donc il faut que ça soit le truc que j'aime, etc. Je lui dis déjà, perçois les légumes comme ça. Après, le reste, c'est de l'accompagnement, ta protéine et ton glucide, puisque dans ton assiette, ça prendra moins de place. Mais ça va être tes légumes qui vont prendre le plus de place. Et nous, alors dans le fitness et tout, on a une vision un peu comme ça. Mais les gens qui veulent faire un régime et qui n'ont pas cette vision des choses vont percevoir en fait l'alimentation, leur assiette, un peu comme au restaurant. Et au restaurant, souvent le petit tas de poêlés de légumes ou les 3-4 feuilles de salade, c'est dans le coin pour décorer. Et les gens décorent leur assiette avec des légumes. Ils ne remplissent pas leur assiette avec des légumes. Et bon voilà. Bon, j'en ai fini avec cet article. On passe au suivant sur le mal de dos. Alors c'est plus de l'ordre de la statistique et puis c'est planetsanté.ch, donc c'est nos amis les Suisses, nos voisins les Suisses, qui titrent « J'ai mal au dos, une radio est-elle nécessaire ?» Alors en introduction, il dit on estime que plus de 80% de la population souffre d'un mal de dos au moins une fois dans sa vie. Pourtant, face à une lombalgie qui persiste, un examen d'imagerie est rarement utile, voire souvent contre-productif. Donc le professeur Stéphane Genevet, responsable de la consultation multidisciplinaire du dos des hôpitaux universitaires de Genève, nous explique pourquoi. Bon, déjà, on va vérifier juste une chose. Est-ce que vous pouvez le mettre en commentaire ou autre. Est-ce que vous avez souffert d'un mal de dos au moins une fois dans votre vie ? Moi, oui, c'est mon cas. J'ai déjà eu mal au dos. Plusieurs fois même, depuis que je suis sportif. Hein. Donc souvent, ça a été des entraînements peut-être trop violents qui m'ont créé des contractures à tel point que j'étais allé consulter un médecin. J'étais allé voir le médecin. Il m'avait dit c'est contractures. Et ben, au bout de quelques jours, le dos se détend et puis ça va mieux. Et moi, j'étais parti du principe que on est allé tellement fort que le dos reste contracté un peu pour protéger une zone qu'on a failli abîmer, en fait. J'en avais parlé avec un kiné, il m'avait dit souvent les contractures, il m'avait dit Théo, les contractures, quand t'as des contractures comme ça, c'est que souvent t'as tapé tellement fort qu'au niveau peut-être que des vertèbres ou autres, tes muscles te protègent, en fait, pour que t'ailles pas au-delà, donc ils restent contractés. Bon, je pense qu'il y a aussi des process chimiques qui font que le muscle a du mal à se décontracter. Mais l'hypothèse ou la vérité, je sais pas, hein, moi je suis pas physiothérapeute, me semble pertinente en tout cas. Donc ils disent, le saviez-vous, en Suisse, la lombalgie fait partie des 5 motifs de consultation les plus fréquents en médecine de premier recours. Quand faire des examens plus poussés et tout ça. Donc ils disent le véritable problème de santé publique, un mal de dos fait partie de 5 motifs de consultation. Ok, on distingue les douleurs aiguës qui disparaissent spontanément avant 3 mois, des lombalgies chroniques qui durent plus de 3 mois. Dans la majorité des cas, les douleurs du dos sont dues à des problèmes mécaniques de la colonne vertébrale et à des contractures musculaires, donc comme moi par exemple, ou à d'autres causes bénignes, et ce même si l'intensité de la douleur est très élevée. Le diagnostic de ces lombalgies dites communes est donc fait simplement en cabinet après examen clinique et anamnèse, évocation des antécédents médicaux, Dans la plupart des situations, ces informations suffisent à nous guider, explique le professeur Genevet. Ne pas proposer d'examen d'imagerie ne signifie pas qu'on banalise la douleur du patient, mais que cela n'est tout simplement pas nécessaire pour poser le diagnostic et définir le traitement. En effet, le plus souvent, la lombalgie n'a pas de cause visible à l'image. Ce n'est qu'en présence de certains symptômes associés qu'on appelle les drapeaux rouges qu'une exploration par imagerie s'impose. Ouais, alors là je parle surtout aux hypocondriaques qui se diraient le médecin il a pas vu et j'ai un truc rare, il l'a pas vu.
Dites-vous que les médecins, ils ont ce qu'on appelle des drapeaux rouges, que ça soit visible soit dans votre discours, soit dans les symptômes, soit par exemple quand ils font un examen clinique, que vos réactions par rapport à un toucher ou peu importe, hein, c'est eux les pros, ils ont des drapeaux rouges et qui vont pousser à deuxième étape, examen ou non. En règle générale, ils sont quand même plutôt prévoyants. Donc ils vont avoir plutôt tendance à aller voir les choses, à avoir un principe de précaution plus que prendre des risques par rapport à votre santé. Donc, quand faire des examens plus poussés, ils disent des signes d'alerte bien connus des médecins sont les suivants: apparition de fièvre, perte de poids inexpliquée, antécédent de cancer, prise de drogue par voie intraveineuse, diminution de la force dans les jambes, entre autres. Et voilà. Donc ça, ce sont plus ou moins leurs drapeaux rouges par rapport aux problèmes de dos, quoi. J'imagine. Et pas que, hein, pour certains autres problèmes. Donc, de telles causes restent cependant rares, 10 à 15% des cas de lombalgie, mais nécessitent néanmoins une exploration plus poussée. On ne va cependant pas faire un IRM à tout le monde, disait le professeur, là. Donc ils disent des examens inutiles, voire souvent dangereux, et ils parlent en bout d'article des médecines complémentaires. Ils disent en association avec une activité physique régulière et face à un mal de dos modéré qui ne s'accompagne pas de signes d'alerte, certaines approches de médecine intégrative peuvent apporter un soulagement. L'acupuncture et le massage thérapeutique ont notamment fait l'objet d'études concernant le traitement de la lombalgie aiguë. La chiropraxie, l'ostéopathie et le yoga, quant à eux, auraient un effet bénéfique sur les douleurs et la mobilité du dos. Certaines études suggèrent également que le tai chi, une forme de méditation en mouvement, alors ils ont écrit médiation, mais c'est méditation, hein, pourrait aider à réduire les douleurs articulaires en renforçant les muscles. Il existe encore trop peu de données de bonne qualité à disposition, relève le professeur Stéphane Genvet, responsable de la consultation. Bon voilà, on va pas avoir son CV à chaque fois, mais il est avéré que le fait de prendre en main sa douleur, de chercher des solutions quelles qu'elles soient, a une efficacité supérieure sur le mal du dos, de dos que de rien faire ou attendre qu'un thérapeute fasse quelque chose pour nous. Donc faut être acteur, hein, en gros. Ce que je peux dire aussi, c'est que, alors placebo ou pas, je connais pas mal de personnes qui ont eu des effets positifs avec les tapis, ce qu'on appelle tapis des fleurs, là, avec les tapis acupuncture, là, où vous allongez sur des aiguilles, un peu comme un fakir. Moi, autour de moi, j'ai eu des proches qui m'ont dit que ça leur faisait énormément de bien. Voilà. Donc, si ça peut vous aider, comme piste à explorer, voilà. Article suivant dont j'ai envie de parler avec vous. Alors, je voulais parler d'un article qui me tenait à cœur. Alors, c'est un article anglais que vous pouvez retrouver sur le magazine positive.news. Alors, c'est un magazine anglais que je trouve bien. Ils sont forts, ces Anglais. C'est un magazine qui propose, alors magazine en ligne, là, hein, peut-être qu'il existe en papier, j'en sais rien, mais là, en ligne en tout cas, qui propose des informations positives, en fait. C'est positive.news. Et j'avais trouvé ça intéressant déjà à la base, parce que on se plaint toujours d'avoir des infos négatives. Mais bon, voilà, quand il y a du positif, personne n'en parle. Et cet article me tient à cœur parce que voilà le titre, ils arrivent sous une pluie torrentielle, les hommes qui marchent ensemble pour la santé mentale. Au Royaume-Uni, le suicide est le plus grand tueur d'hommes de moins de 46 ans. Donc, c'est-à-dire que la cause principale de mort avant 46 ans, c'est le suicide. En réponse, des groupes de marche masculines, donc entre hommes, se lancent pour s'attaquer au tabou de la mauvaise santé mentale et apporter un soutien aux mecs vulnérables. En fait, là, je prends un exemple dans l'article, il y a marqué « Il y a quelque temps, après un incident traumatisant, j'ai réalisé que je ne me sortais pas et que je ne m'en sortais pas et que j'avais besoin de parler à quelqu'un », se souvient Dan Corneille, pompier des pompiers de Londres. « Je suis allé travailler le lendemain, j'ai réuni les gars, les collègues, quoi, et j'ai dit « Écoutez, je ne m'en sors pas et j'ai besoin de parler ». La réponse a été immédiate et positive. D'autres se sont manifestés et ont admis qu'ils avaient également besoin d'aide pour faire face à des problèmes de santé mentale. Pourquoi j'ai envie de parler de ça ? Parce que je fais partie des personnes qui ont vécu et qui certainement vivront encore des périodes difficiles, que ça soit burn-out ou état un peu dépressif, etc. J'ai l'impression que c'est le mal du siècle, que ça peut, comment dire,
concerner certaines personnes, et j'ai un devoir, parce que je suis un peu écouté, que ça soit en audio, en vidéo, etc., d'en parler pour démystifier ça. Les hommes, moi j'ai été éduqué comme on fait bonne figure. C'est-à-dire on garde pour soi ses problèmes, etc. On ne montre pas quand ça va pas très bien, etc. Je trouve que c'est... Alors oui, il faut certaines fois... Tout le monde n'est pas censé savoir quand vous allez mal ou quand vous allez bien, etc. On n'est pas censé étaler en public ses émotions, peut-être. Mais de là à dire qu'il faut pas se faire aider quand il y a besoin, par exemple, et se faire aider, c'est tout simplement parler, aller voir ses amis, etc. Je trouve que c'est un problème. Pourquoi ? Parce que après, ça peut créer des comportements chez les gens de mauvaise qualité, voire amener au suicide pour certaines personnes. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite à notre entourage. Et combien de personnes ont dit mais je comprends pas, il s'est flingué ou il s'est suicidé et pourtant je l'ai vu la veille, il allait bien. Ouais, mais en fait, il faisait poker face depuis des années. Et je trouve ça bien que des hommes, là au Royaume-Uni, se soient mobilisés pour organiser des marches en plein air, parce qu'ils disent dans l'article que les mecs, ils sont un peu résistants à aller, vous savez, dans des salles des fêtes pour se réunir, un peu en mode alcoolique anonyme et tout. Ils y vont pas trop. Et le fait de les mettre en mouvement, dans l'action comme ça, d'aller marcher entre mecs. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, et les femmes ? Ben non, mais les femmes, faites votre truc dans votre coin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un truc tout bête, c'est que nous les mecs, on a une fierté. Et cette fierté que vous avez vous aussi certainement, peut-être, mais nous on a cette fierté qui nous empêche de nous montrer faibles devant vous, devant les femmes. Donc entre mecs, on a aussi du mal à le faire, mais si on sait qu'on souffre tous plus ou moins de la même connerie, on va plus facilement en parler, on va se sentir soutenu, ça va nous faire du bien. Donc je pense que ça peut être intéressant et important de développer ça en France. Parce que je peux vous garantir, pour recevoir des mails, pour en parler, que beaucoup d'hommes, en France également, avant 46 ans et certainement après aussi, souffrent, que ça soit d'anxiété, que ça soit de burn-out, que ça soit beaucoup de burn-out et d'épuisement professionnel. Moi, typiquement, il faut que je fasse attention à ça. Si moi, il y a bien quelque chose qui peut me guetter, pour l'avoir déjà vécu, c'est une forme d'épuisement en fait professionnel, d'épuisement parce que je suis passionné par ce que je fais, je me rends pas compte de l'investissement que je vais mettre dedans au niveau de la charge mentale, etc. Et d'un coup, je me réveille, je suis fatigué, quoi. Et, limite, à plus avoir d'énergie pour affronter la journée. Donc ça, il faut faire très attention parce que ça joue après sur les émotions, sur le style de vie, sur les relations et tout. Il faut faire très attention. Et je trouve très intéressant ce genre de marche. Pourquoi ? Parce que déjà, ça met à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai récupéré l'article. Ça met en mouvement, en groupe, avec des personnes qui traversent des choses qui sont pas forcément les mêmes que vous. C'est pas forcément une dépression ou un burn-out. Ça peut être toute autre chose, mais de l'ordre de la santé mentale, etc. Des gens qui se sentent seuls, pas bien et tout. Et ça peut être faisable largement, surtout si vous habitez Paris ou dans une grande ville, de faire un groupe Facebook dessus, ou je sais pas comment vous pourriez le faire. Eux, ils l'ont fait. Bon, c'est à Londres. Les magazines se sont tournés vers ça, donc ça a intéressé. Mais regardez des groupes de marche et tournez-vous vers ça. Eux, ils ont même des groupes de menuiserie, de construction automobile. Enfin bon, voilà. Vous voyez que c'est souvent des travaux manuels ou de la marche. Mais je trouve ça bien que la parole s'ouvre un petit peu là-dessus, parce que la fierté masculine, de ce côté-là, elle était un peu trop... C'est mal, quoi, de se montrer faible au niveau mental, etc. Sauf que c'est en l'acceptant qu'on peut le dépasser, en fait, de s'accepter et tout ça. Alors que de faire style qu'on est fort alors qu'on ne l'est pas, on va trouver tout un tas d'excuses pour dire non, de pas faire les choses et tout, parce que c'est nul, parce que machin. Mais finalement, on est aussi autant faible, sauf qu'on l'assume pas. Autant l'assumer pour le dépasser plutôt que de le renfermer et puis de jamais aller au-delà et que les gens vous jugent comme quelqu'un qui a mauvais caractère ou quoi, alors que finalement, c'est juste un mécanisme de défense que vous pouvez avoir, quoi. Donc voilà cet article, je vous encourage à le lire. Alors vous le traduisez sur maintenant sur que ça soit Safari ou Chrome ou peu importe, vous pouvez traduire tous les articles en ligne.
lisez-le. Ça s'appelle Walk for Hills, donc le site qui existe par rapport à ça en Angleterre. Mais moi, il me semble qu'on peut faire la même chose en France, et ça peut être quelque chose d'intéressant, de la marche pour la santé mentale, quoi. Voilà. Et entre hommes, même si je sais que ça fait pas bien de le dire aujourd'hui, moi je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Donc je m'arrête sur ce sujet. Ah non, 29 façons de brûler des calories en s'amusant. On va terminer sur une note plus positive. De brûler des calories en s'amusant. Vous êtes nombreux et nombreuses à éviter le cardio parce que le cardio c'est chiant, parce que vous préférez la muscu, parce que vous n'avez pas le temps, etc. J'ai trouvé 29 activités ludiques pour brûler du gras. Faut savoir une chose, c'est qu'on passe entre 3 et 4 heures par jour devant les écrans, sans compter le temps de travail. Donc c'est hors des activités professionnelles. Et moi, en fait, mon objectif avec le contenu là que je vous propose, c'est de pouvoir inclure dans votre quotidien une des 29 activités ludiques. Et vous allez voir, même si vous prévoyez de partir en vacances cet été, ça va vous plaire de lire ça, parce que vous allez pouvoir avoir des idées. Donc, et c'est souvent, il y a des personnes qui, pour eux, le cardio, c'est juste un truc chiant. Ben moi, je voulais montrer que non, ça peut être des choses du quotidien, voire des choses où on s'amuse, et je vous ai fait carrément un tableau avec les 29 activités, avec pour 30 minutes, combien de calories ça brûle. Donc, allez voir, je vous ai mis le lien dans les notes de ce podcast, et on se retrouve de l'autre côté. Très bonne semaine à toutes et à tous, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.